Donc bonsoir à tous, bienvenue sur ce 48e épisode de Radio Pléiade. Nous sommes le 17 octobre 2022. Il est 21 heures passées, on démarre avec un petit peu de retard et nous sommes toujours dans cette fichue matrice, mais avec peut-être une notice ce soir, une notice qui va vous indiquer justement où est-ce que vous en êtes exactement dans la matrice à travers une bande dessinée que nous allons vous présenter ce soir. Donc avec deux invités, j'ai deux invités avec moi, donc Eric et Pascal. Allez Pascal, à toi la parole. Représente-toi, même si tu es déjà passé sur Radio Pléiade il y a quelque temps de cela. Alors bonsoir à Bienvenue. tout le monde. Et alors moi je m'appelle Pascal Antichamp, j'ai 60 ans et je suis artiste peintre, je fais des fresques depuis 40 ans, un peu partout en France, que ce soit des bowling, des discothèques, pour des forains, des particuliers ou des bars. Je suis en train, avec cette bande dessinée qu'on réalise avec Eric, de concrétiser un rêve d'enfance, puisque quand j'étais gamin, je voulais faire de la bande dessinée, et la vie a fait que je me suis orienté vers la peinture. Voilà, pour l'instant, je vous laisse parler, je pense que pour l'instant, pour me présenter, ça suffit. J'habite dans le sud de la France. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, Merci beaucoup Pascal. et je me sens heureux à faire ce que je fais. Voilà. Et ben, c'est super. C'est super. Et on va parler de tout ça. Et Eric aussi, un petit mot pour te représenter aux auditeurs? Oui, bah bon, moi j'ai une chambre à Taquion et Pascal est un de mes premiers clients. On avait gardé un très bon contact. Voilà. Alors quand il dit qu'il est peintre, il est fresquiste, hein. Il fait des choses. Il fait pas les volets de Monsieur et Madame Tout le Monde. Il fait des choses beaucoup plus grandes et visuelles. Hein, c'est un petit peu plus orienté quand même. Voilà. Et donc c'est un projet qu'on a lancé il y a pas mal de temps, qui était un petit peu tombé à l'eau, et puis il y a eu un réveil, peut-être dû aux énergies, et on a relancé le projet. Après, ça a été très très vite. Beaucoup d'énergie, de bonnes énergies sont arrivées pour que tout se passe bien. Voilà, donc on est un peu plus de deux sur l'affaire. Il y a une personne qui nous aide, qui fait une très bonne relecture, qui a un très bon niveau de français, parce qu'en réalité, une BD, on peut la relire 7-8 fois, il y aura toujours des fautes. Ça peut être des fautes de style ou des grosses coquilles. Voilà pour la présentation. Ok, bah super. Merci à vous. Alors, imaginez la Terre en 2035. Et en 2035, j'ai un petit enfant et je lui raconte l'histoire de ce qui s'est passé justement avec cette libération planétaire. Je suis devenu grand-père, j'ai perdu les cheveux, la barbe a poussé, et je raconte à mon petit enfant justement ce que nous avons vécu avant. Alors, je vais lire justement les premières bulles de la bande dessinée. Tu m'as promis de me raconter l'histoire des hommes, grand-père. Maintenant, j'ai presque 11 ans. Ça fait longtemps que je patiente et je suis assez grand pour entendre tout ça. S'il te plaît, fais-moi plaisir, je serai sage. C'est vrai que tu deviens un petit homme, mais tu mérites bien ça. Alors je vais tenir ma promesse. Tu vas devoir oublier tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant, car l'histoire que tu vas entendre va te sembler bien étrange, ce que nous vivons de nos jours n'a rien de semblable aux époques du passé. Étant témoin de la fin de tout cela, je suis bien en place pour t'en conter les moindres détails. Et je me vois bien, grand-père, d'ici quelque temps, justement, prononcer les mêmes mots aux générations futures, et étant témoin de ce qui se passe actuellement, étant un témoin actif, et de tout ce que nous allons vivre encore, qui est encore devant nous. Voilà. Donc voilà comment commence la bande dessinée. Un grand-père raconte à son petit-fils l'histoire finalement de l'humanité, et ça commence quand en réalité? Ça commence il y a 14 milliards d'années, Pascal? Oui, c'est ça. Oui, absolument. Et la Terre existe déjà, mais en fin de compte, c'est bien avant les dinosaures, bien avant le Cambrien, enfin tout ça. Et la BD commence par, comment dire, le coup de pouce qu'ont pu donner des êtres galactiques pour justement apporter la vie sur notre planète.
Et après, bon, je te laisserai continuer à raconter un petit peu ça. Et après, ça passe, l'histoire se déroule au fil des siècles. Et c'est l'histoire des hommes et de la planète, mais avec tout ce qui nous est caché. Et enfin voilà, voilà, je te laisse continuer. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de m'exprimer, donc j'ai quelques difficultés des fois à trouver mes mots un petit peu. Non, il n'y a pas de problème. Et puis fais-le justement le plus simplement du monde, comme si tu étais avec un ami au téléphone. Alors là, il y a plusieurs amis. Pour l'instant, nous sommes 45 amis au téléphone à converser avec toi. Et peut-être que d'autres se joindront à nous. Alors, j'ai posté justement cette première planche dont je vous ai compté les premières bulles, donc si vous voulez voir. Et puis au fur et à mesure justement de l'émission, j'en posterai plus. Mais j'ai peut-être grillé une étape en l'occurrence. J'ai peut-être grillé une étape car finalement, comment s'appelle cette bande dessinée? Comment avez-vous dénommé cette bande dessinée? Donc inspirée, j'ai même calqué sur les informations donc de Cobra. Comment l'avez-vous Alors, nommée? la bande dessinée s'appelle Once Upon a Time, donc il était une fois, en anglais. Et c'est un petit peu en référence aussi avec un dessin animé qui passait à la télé quand on était plus jeune, qui s'appelait Il était une fois. Et par rapport à ce dessin animé, je ne sais pas si les gens se souviennent, il y avait un savant avec une grande barbe qui évoluait avec des gens, et ce savant leur racontait beaucoup de choses un petit peu similaires à ce qu'il y a dans la bande dessinée. Il y avait une grande part de science. Et il y a souvent des galactiques qui intervenaient. Donc au départ, j'ai voulu l'appeler Il était une fois. Je trouvais que le titre faisait un petit peu revue. Et on l'a transformé en anglais. D'ailleurs, c'est Eric qui a proposé de le mettre en anglais. Et c'est vrai qu'au niveau du nom, ça sonne mieux quand même. Mais elle s'appelle Il était une fois, Once Upon a Time. Voilà, et Oui, justement, je viens de poster la première de couverture, donc vous pouvez la voir en couleur. Alors, c'est un petit peu l'occasion d'ailleurs de préciser, hein, pour ceux qui s'intéressent à cette bande dessinée, et peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà commandée, parce que, comme vous le savez, en fait, on peut déjà la réserver, hein. Je crois il y a 500 réservations, je crois, pour l'instant. Donc, vous avez la possibilité de la réserver. Et bah, tiens, tu vas nous dire, Eric, quelle est la procédure justement pour réserver un numéro, parce que je crois que le premier tirage est limité à 1500 exemplaires, non? Si je ne me trompe. oui, ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a juste une adresse mail où on peut envoyer son nom, son prénom, son adresse, et puis nous, dès que ça va être livré, on va commencer à distribuer à tous les heureux et heureuses personnes qui ont commandé cette magnifique BD. Voilà, donc, mais ça va, normalement, le 20, ça sort. Bon, avec les problèmes de gasoil, on ne peut pas garantir de date. Ça, c'est indépendant de notre volonté. Mais voilà, oui, je peux remettre l'adresse du mail pour commander. C'est vraiment très simple. Votre En nom, tout votre cas, nom. pardon Eric. En tout cas, Vas-y. on confirme que le 20, donc dans 3 jours, la BD sera éditée, brochée, machin et tout. Et moi, comme j'habite pas loin de l'imprimerie, je vais aller chercher déjà jeudi 300 exemplaires. Voilà, donc c'est sûr, le 20, la BD et le projet est bouclé pour le tome 1. Ouais, mais ça, c'est un grand événement. Alors, je ne sais pas, est-ce que les exemplaires sont numérotés? Est-ce que les premiers exemplaires sont numérotés? Eric? Oui, tout à fait. Et ça sera fait à la main. Donc, il y aura une jolie patte avec une belle signature, mais oui, tout à fait, ils seront numérotés. Il y a même des personnes qui ont demandé à avoir certains numéros symboliques. Voilà, donc c'était un choix. Comme on ne sait pas si ça va être réédité à plus grande échelle, mais on s'est dit que les premières avaient le mérite d'être numérotées. C'est un peu ce genre de BD est un peu une première quand même. Moi, j'avais regardé un petit peu ce qui se faisait en bande dessinée, et il y a peu d'alerteurs galactiques pour aller large qui ont proposé même ne serait-ce qu'un livre illustré. Hein. Donc l'intérêt de la bande dessinée, c'est qu'on peut faire passer un message très simplement
à des personnes qui n'ont pas toutes les informations. Après, il y a l'intuition qui travaille, les gens se reconnaissent un peu dans l'histoire. J'ai une dame qui m'a dit, j'ai regardé les premières plages et je me suis mise à pleurer. J'ai dit, bon, bah, enfin, pas pleurer de manière horrible, mais elle se sentait connectée à l'histoire, quoi. C'était, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir cette impression. C'est un peu, pas un mode d'emploi, mais un livre de retrouvailles à long terme. Et la BD est vraiment le support le plus facile pour communiquer à toutes les personnes des informations qui commencent à être indispensables, je pense. Là, c'est Hervé peut nous en parler beaucoup mieux que moi. Voilà. Bah, en tout cas, on rentre dans une nouvelle dimension là. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que donc vous aviez les articles de blog, vous aviez bon, quelques vidéos explicatives, effectivement, mais là, on rentre vraiment dans le monde matériel, une bande dessinée calquée sur toutes les informations donc du contacté Cobra et la vision qu'il transmet, mais qui est partagée par beaucoup d'autres, justement de l'histoire secrète de la Terre. Donc c'est quand même peut-être qu'elle va avoir un grand succès, peut-être qu'il va y avoir plus de multiples rééditions, ou peut-être pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, on rentre vraiment dans une nouvelle dimension, puisque là, typiquement, bah, tiens, on approche des fêtes de Noël, justement. Ça peut être l'occasion de faire des cadeaux de Noël originaux. Alors, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais en tout cas, vous avez cette possibilité-là. Donc, ce que je voulais préciser quand même, c'est que cette bande dessinée, en fait, à part donc les pages de couverture et de dos, ne sont pas colorisées. Donc, pour éviter voilà d'éventuelles déceptions, sachez-le, sachant que la colorisation, c'est énormément de travail. Donc, le choix qui a été fait, bah, je peux d'ailleurs vous laisser en parler, mais c'était justement de se focaliser vraiment sur l'apport d'informations, avec en même temps, bien sûr, le visuel, mais c'est du noir et blanc, hein, c'est bien ça. Oui, absolument. Et puis, ça a été aussi un choix, bon, par pratique. Comme tu disais, ça fait beaucoup de boulot au niveau de la couleur, donc la BD aurait vu le jour peut-être dans un an ou un an et demi. Et ensuite, je trouvais ça assez judicieux dans la mesure où c'est une histoire du passé qui est racontée. Donc, le noir et blanc aussi peut y attribuer cette dimension passée et décrite par le grand-père. Bon, super. Alors, il y a Eric, du coup, qui a mis donc l'adresse mail à laquelle vous pouvez réserver cette bande dessinée. Donc, c'est l'adresse mail, donc elle est dans Victoria Luminis, le canal Victoria Luminis. Donc, c'est BD chronologie de la galaxie @gmail.com. Et donc, il y a une question justement, non, elle n'est pas gratuite. Quel est le prix de cette bande dessinée, de ce tome 1? Alors, livret, ça va être 26,50 €. Il sera possible aussi de se la procurer donc avec le port en moins, le colissimo en moins, dans les champs Bataillon qui en auront. Donc, on mettra une liste, hein, je mettrai une liste. Voilà. Donc, c'est une BD qui est éditée à compte d'auteur. C'est un choix. Un choix et ça permet de rester dépendant du travail qui a été fait et non pas de dire, ben voilà, on donne tous les droits à une entreprise qui fait ce qu'il veut avec la BD. Parce que l'idée, c'est aussi de l'éditer en anglais et dans d'autres langues si c'est possible. Parce que une fois que le dessin est fait, je dirais qu'il reste le texte à mettre en place. Bon, c'est du boulot aussi, mais c'est une petite partie du boulot par rapport au dessin. Et ça permet de transmettre à d'autres pays. Il y a d'autres pays qui seraient intéressés. Il y a qu'en Asie. En Asie, il n'y a pas vraiment de droit d'auteur. Donc là, je ne sais pas comment on va gérer le truc. Mais voilà. Et l'idée, ça serait de la publier en Amérique parce que les Anglais, les Britanniques, ne sont pas très amateurs de BD. Par contre, les Américains, oui, quand vous regardez toutes les séries de science-fiction qu'il y a en BD, il y a des personnes qui seront intéressées. Alors, il y a une question sur la Belgique, mais je pense que oui, c'est-à-dire que là, pour l'instant, elle est uniquement francophone, donc elle va être traduite en anglais, comme tu l'as dit, mais elle peut être envoyée n'importe où dans le monde, non, cette bande dessinée, ça pose problème, ou si c'est en dehors des frontières de la France? Aucun problème, il y en a il y en a un certain nombre qui vont partir à La Réunion, donc dans tous les pays où on parle français, c'est tout à fait possible. Et au Canada aussi, j'ai des demandes pour le Canada, pour le Québec.
Voilà. D'accord. Alors, si on revient à cette page de couverture, donc là, qui est postée dans le groupe avis, suggestions et discussions sur Radio Pléiade, alors je vois effectivement, on voit un certain nombre comment dire, d'êtres. Alors, on voit aussi une soucoupe, un Terre 3B, la planète Terre, le Soleil. On voit un insectoïde, un mantide, vraisemblablement, un reptilien, et puis un pléiadien, bien sûr. Regardez ce beau pléiadien, là, tout habillé de bleu. Et alors, j'ai l'impression de voir aussi un pape avec des cornes. C'est bien ça, Pascal? Pourquoi Oui, un pape oui. avec des cornes? Parce que pour moi, le pape fait partie de la belle représentation du satanisme, enfin du mal incarné, quoi qu'il soit pas le seul. Voilà, mais je trouve avec tout ce dogme religieux qui a été instauré pour bien tromper les gens, j'ai trouvé quand même que c'était une bonne figure à ça, hein. Surtout que la religion était censée normalement soulager les gens, et ça a fait totalement l'inverse, ça a divisé tout le monde en fin de compte. Voilà, mais beaucoup de religions la plupart. Donc c'est bien le pape, oui, effectivement. C'est vrai que ça peut sembler un petit peu audacieux, donc n'offrez peut-être pas ça à un ami ou une amie catholique, ça pourrait choquer, hein. Pour un cadeau de Noël, effectivement, ça pourrait choquer. Alors moi, je voulais juste dire une chose, c'est que pour cette BD, il ne faut pas s'attendre à une BD classique où on voit un héros ou une héroïne en train de vivre une aventure. C'est pas du tout ça, hein. Voilà, il faudra l'expliquer, que les gens ne s'attendent pas à voir du Black Mortimer, ou alors voilà, un héros qui évolue. Il y a beaucoup de textes, puisqu'on reprend les infos de Cobra. On a essayé de garder le maximum de ce qu'on avait. Donc, ce qui fait qu'il y a pas mal à lire, quoi. Il y a autant à lire qu'à regarder. Mais c'est une BD qui a beaucoup de textes. Ça aurait pu être un bouquin, ça aurait pu être juste un livre illustré aussi. Nous, on l'a tourné sous forme de BD qui est beaucoup plus attractif. Eh ben, tu fais très bien de préciser ce point, effectivement. C'est important, tout à fait. Alors, je vais continuer un petit peu dans la citation, puisque c'est intéressant. Et puis, vous aurez la possibilité de poser vos questions aussi, et même par rapport au contenu de la BD. Donc, la planche, toujours la même, hein, qui a été mise dans le groupe. Le monde tournait d'une drôle de façon. Les temps étaient rudes et une grande illusion les gardait prisonniers dans une dystopie où tout semblait normal. Sans le savoir, ils évoluaient dans une prison avec des murs invisibles. Ceux qui en avaient conscience l'appelaient la matrice. Voilà, donc on est toujours pareil dans l'introduction, hein, vous comprenez bien, de toute façon, c'est vraiment très aligné avec les messages que l'on fait passer. Pascal, je crois qu'il y a pas mal de bruits parasites qui viennent de ton côté, donc peut-être si tu peux désactiver ton micro lorsque tu ne parles pas, et puis le réactiver pour parler. Ça marche, je le fais de suite. Merci beaucoup. Voilà, et donc voilà, je cite, et alors, je vais continuer. Donc, dans la citation de la planche que je vais vous poster incessamment, donc, vous avez compris, hein, nous sommes dans un contexte de guerre galactique, donc aligné avec tous les messages qu'on vous fait passer, et puis par rapport aux informations du contacté Cobra, donc une guerre galactique avec ce qu'on appelle les forces de la lumière et les forces de l'ombre. Je crois que j'ai le même problème avec toi, Eric, il y a des bruits de fond. Pensez bien à débrancher le micro que vous ne parlez pas, puisque pour le replay, en fait, c'est aussi le confort d'écoute pour nos auditeurs. Et donc voilà, donc une confrontation entre force de la lumière et force de l'ombre, c'est ce que vous allez retrouver dans cette histoire, avec des détails tels que vous pouvez les connaître si vous suivez justement les informations du Contacté Cobra depuis pas mal de temps, mais je pense que vous allez aussi en découvrir pas mal, et puis ça permet aussi de mettre finalement un visuel sur des histoires qui n'ont été racontées que de façon finalement textuelle par le Contacté Cobra jusqu'à présent. Donc voilà, donc sur des planches, vous allez pouvoir découvrir des entités positives, des entités négatives, en tout cas dans la vision de Pascal. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a inspiré, Pascal, dans cette, comment dire, dans cette représentation justement de ces êtres galactiques, qu'ils soient positifs ou négatifs? Ben, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'informations là-dessus. Il y a beaucoup de dessins ou de descriptions qui sont faites, mais on n'est jamais certain de la véracité, de la réalité de ce qu'on nous montre. Et en fin de compte, j'ai fait appel à mon ressenti, surtout, et à ma vision de créatif.
pour essayer d'imager ce qu'on racontait. Par contre, il y a certaines représentations que j'ai dû dessiner en fonction du mental humain. C'est-à-dire que l'humain a tendance à mettre des choses dans les boîtes et à les classer et à se faire des images bien appropriées. Donc il y a certaines choses que j'aurais fait peut-être différemment, mais comme en peinture, quand je fais des décorations pour le public, je me mets toujours à la place du spectateur pour les peintures ou alors du lecteur pour la bande dessinée. Voilà, mais notamment, je pense à une entité que moi j'appelle Gaïa, hein, c'est Yal Dabot et tout. Même d'après les descriptions de Cobra, c'est pas évident de s'imaginer une créature telle que celle-là, quoi. D'accord. Alors, je cite, les entités positives se sont présentées à la fin des années 40 et ont proposé leur aide. Alors, je cite, je ne sais plus quel numéro de planche, la planche numéro 7. Donc, ils ont proposé leur aide technologique en échange d'un accord pacifique et de l'arrêt total des essais nucléaires sur la planète Terre, car ceci avait un impact négatif qui se répercutait dans tout l'univers environnant. Donc là, je vous renvoie justement à l'émission qu'on a faite Radio Pléiade sur les programmes spatiaux secrets. Là, c'est en résumé, justement, en très court, justement, ce qui a pu se passer pendant ces programmes spatiaux secrets. Donc, les races positives ont proposé leur aide, mais d'autres races négatives eurent la même démarche et proposèrent des armes, et les humains qui étaient en pleine guerre froide choisirent cette option. Alors, en pleine guerre froide, ça c'était avant le démarrage de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, le mal, déjà bien en place sur la planète, prit une ampleur considérable et les conflits entre pays s'intensifièrent. Donc ça, c'est pour vous rappeler le fait que la Seconde Guerre mondiale, en fait, a été une guerre proxy, finalement, de la guerre galactique, avec une confrontation entre les forces de la lumière et les forces de l'ombre. Et même si on a l'impression que finalement les forces de l'ombre ont atteint certains objectifs avec toutes les horreurs qui ont pu jalonner justement la Seconde Guerre mondiale, quoi qu'il en soit, le bilan fut plutôt positif et permit des avancées pour les forces de la lumière. Et voilà, donc en tout cas, il en est fait allusion dans la bande dessinée. Et d'ailleurs, on voit cet épisode à la fois de la guerre galactique et puis tu as aussi dessiné les camps de concentration, enfin comment dire, un camp de concentration. Je vais, excusez-moi, il faut que je pense à poster en même temps les planches dans le groupe de discussion. Voilà. Donc voilà la planche dont je viens de vous parler. Et je vais vous poster justement celle sur le camp de concentration. Et alors, quel est, Pascal, toi, justement, comment dire, ton adhésion finalement à tout ce que tu transmets dans cette bande dessinée? Est-ce que ton adhésion, elle est totale ou finalement tu l'as fait parce que c'était une bonne occasion, parce que tu avais envie de t'exprimer sur ce sujet des galactiques? Ouais, je serais curieux de savoir en fait. Alors moi, j'ai toujours été persuadé que cette faculté de m'exprimer en dessin et en peinture était là pour quelque chose de bien précis. Et comme beaucoup de gens qui ont le sentiment d'avoir quelque chose à accomplir, j'ai toujours eu la certitude que ceci m'avait été octroyé pour que je partage des choses. Et au départ, c'est Eric hein, qui m'a proposé de retranscrire la chronologie de Cobra. Et au départ, j'avais déjà l'idée depuis 2-3 ans à peu près de me servir de cette faculté pour faire passer des messages, mais je ne savais pas trop quoi. Et moi, je suis un adepte du moment présent et j'avais envie au départ de faire une BD qui parlait du moment présent et du fait de pouvoir chasser son mental. Mais je ne voyais pas trop comment retranscrire ça. Et c'est Eric qui m'a proposé, qui m'a envoyé la chronologie de la galaxie. Eric, il avait traduite lui-même hein, de l'anglais de Cobra.
Et ça m'a plu énormément parce que j'avais donc déjà un fil rouge, enfin j'avais un fil, j'avais tout ce qu'il fallait sous la main pour faire ça. J'ai lu la chronologie qui correspond, allez, je vais dire à 98% à ce que j'ai vraiment le sentiment de savoir au fond de moi. Il y a deux, trois bricoles euh, sur lesquels je suis pas trop d'accord. Je veux dire notamment quand Cobra exprime le fait qu'en 69, Apollo s'est posé sur la Lune. Moi, j'ai la conviction, mais je n'ai aucune vérité là-dessus, que les astronautes sont bien allés sur la Lune, mais je pense pas qu'ils l'aient fait avec le lanceur Apollo. Enfin, le lanceur Saturne V. Voilà, parce que je pense que la technologie était pas bonne hein, pour faire ça, Saturne V. Mais dans la BD, on voit bien que Cobra cite le fait que les programmes spatiaux sont allés sur la Lune et sur Mars bien avant 69. Je crois que c'était en 62 déjà. Mais voilà, moi, mon intérieur valide à 98%, si c'est même pas plus, toute la chronologie de Cobra. Et ça me correspond tout à fait. D'accord. Alors voilà, donc j'ai posté encore les planches là, donc vous pouvez constater par vous-même, hein, c'est pas des choses, enfin, comment dire, il y a des choses assez sombres dans cette bande dessinée, hein, force est de le constater. Donc par exemple ces araignées là qui sont là pour illustrer typiquement le concept de cobra dont on a aussi beaucoup parlé dans nos émissions, hein, de ces araignées plasmiques ou araignées éthériques qui seraient arrivées justement sur la planète Terre avec l'invasion Archonte. Donc c'est des choses, c'est pas un manuel pour comment dire, pour faire des exercices spirituels pour la libération planétaire. C'est plutôt un manuel qui a pour but justement d'illustrer cette guerre galactique avec toutes ces horreurs, avec tous les côtés sombres qu'elle peut avoir. Donc voilà, c'est quand même important de le souligner. Et alors, justement, on parlait de la genèse. De quand date en fait la première idée? Moi, je me souviens qu'on avait fait, on avait fait un appel téléphonique à trois, mais pour moi, c'est vieux. Ça date de, je sais pas, je dirais 2 ou 3 ans, pour parler un petit peu de ça. Mais de votre point de vue, quand est-ce que le projet a véritablement démarré en fait? Eric, peut-être on peut donner la parole à Eric pour changer. J'essaie de retrouver les dates, mais je dirais qu'il y a 1 an et demi, un bon an et demi. Et puis il y avait eu un temps mort après, et puis avec Pascal, 6 mois après, on s'était recontacté, et puis on s'est dit, bah ouais, on le fait. Tout simplement. Moi, c'est vrai que j'ai attaqué la BD au départ. Je l'ai commencé et en fin de compte, ma situation professionnelle a changé complètement du jour au lendemain. Et ce qui fait que j'ai lâché pendant quelques temps la BD. Et puis, on le voit dans l'ouvrage, l'évolution des dessins n'est pas du tout. Enfin, il y a une grande évolution au niveau des dessins, notamment les premières planches sont uniquement au trait. Et après, je me suis orienté carrément sur des grilles et des volumes sur les dessins. Mais tout d'un coup, je ne saurais pas dire pourquoi. La motivation a été complètement différente et c'est devenu un engouement énorme. Voilà, je laisse Eric parler. Oui, donc la mise à jour, enfin la mise à disposition des premières planches date du 16 septembre 2021. Donc oui, ça fait le démarrage des planches a été fait il y a plus d'un an et demi, je pense. Il faut savoir. D'accord. On a commencé le O+2, on en parlera tout à l'heure, et on prévoit avec Eric de l'achever pour fin mai de l'année qui arrive, fin mai 2023. On s'est donné pour objectif de créer 2 planches par semaine. D'accord. Alors justement, parlons-en. Comment vous travaillez entre vous? Parce que donc c'est Eric qui écrit le texte et toi qui fais les planches, ou bien racontez-nous comment tout ce texte-là, même s'il est inspiré de Cobra, qui est-ce qui l'écrit? Eric, vas-y. Ouais, disons que oui, il y a la traduction de base que j'ai faite. Après Pascal, donc quand il y a des termes, il y a des termes un petit peu compliqués en physique quantique. Des fois, il me demande qu'est-ce que c'est, est-ce que tu as un visuel ou une explication simple?
Donc moi je me débrouille à lui fournir quelque chose de digeste. Et lui, de son côté aussi, il essaye de faire des dessins les plus représentatifs des situations décrites. Et Cobra, je dirais que Cobra n'est pas facile à traduire parce que c'est un Slovène qui pense en anglais, qui a beaucoup de mots parasites. Donc, plus ça va, plus j'en enlève parce que ça n'a aucun intérêt dans la lecture ni dans la compréhension. Et en même temps, de son côté, Pascal, plus ça va et plus son dessin se purifie. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui est évolutif aussi. Mais ouais, donc le scénario, oui, c'est par coup de fil, par planche envoyée, et puis par correction. Il y a toujours la recorrection donc, de Sophie qui a le moulin des tachyons, qui est une chambre à tachyons, et qui, elle, fait des corrections de haut niveau. Voilà. Elle est très très bonne en français et il fallait ça pour avoir un projet présentable au public. On ne voulait pas faire un truc avec plein de coquilles ou alors des choses incompréhensibles. Je ne dis pas que tout est compréhensible, mais pour aider, on a mis quelques pages d'explications succinctes. Après, si les gens veulent aller voir plus loin en astronomie, en astrologie ou en physique quantique, c'est possible. Mais on a fait des définitions très simples pour que les gens puissent suivre. Oui, il y en a 3 pages. Voilà. D'accord. Eh ben, je regrette. Oui, pardon. Vas-y, Pascal. Oui, je disais, on a mis, là, pour le premier opus, il y a 3 pages consacrées à un glossaire, donc que Eric met en place lui-même, et qui permettent aux gens, pour chaque mot qui paraisse un peu compliqué, de pouvoir avoir une explication très simple. Et alors, donc oui, j'allais dire que je regrette que Sophie soit pas là ce soir. On aurait dû l'inviter, en fait, puisqu'elle fait partie de l'équipe, en réalité. C'est dommage. Bon, une prochaine peut-être. Ils sont là. Elle nous écoute, hein, ils sont là. Hein, elle est là, Sophie est là. Ah ben oui, voilà. Bah attends, on va lui donner la parole. Allez, hop, c'est parti. Vas-y, Sophie, tu peux activer ton micro. Merci, je t'avais pas remarqué. Excuse-moi. Tu peux. Vas-y. Bonsoir à tous. Je suis avec Louis, donc voilà, je vous écoute avec passion. Avec passion. Mais alors, dis-nous justement, raconte-nous ton travail un petit peu, tant qu'à faire là, puisque tu es là. En quoi ça consiste exactement et quel plaisir tu y prends? Et pareil, est-ce que tu adhères un petit peu aux informations que tu mets en forme? Je sautais dans l'aventure avec beaucoup de joie. C'est un ouvrage qui est porté par le cœur et j'ai découvert énormément de choses. Et voilà, j'ai essayé de rendre un travail bien, quoi. Et donc, tu fais de la correction orthographique et grammaticale, c'est ça? Oui, et puis comme je suis assez ignorante de beaucoup de choses, ça me permet de dire mais ça veut dire quoi? Il faudrait peut-être préciser. Voilà, donc je me mets à la place aussi des lecteurs et pour faire apporter des informations complémentaires. Et puis quelquefois, je vois qu'il y a des redites ou voilà. Donc c'est très intéressant. Ah oui, parce que moi j'envoie les dessins, on envoie les dessins à Sophie et moi je laisse toutes les coquilles. Je ne m'occupe pas du texte. Je fais que retranscrire d'après ce que nous a dit Cobra, mais après je m'occupe que du dessin. C'est tout. D'accord. Et donc, si jamais on trouve une faute d'orthographe dans la bande dessinée lorsqu'on la recevra à notre domicile, là, d'ici quelques temps, c'est peu probable, en fait. Rien ne t'a échappé, j'imagine. J'essaie. Très bien. Bon, en tout cas, en fait, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, même les personnes qui participent à la création de ce projet évoluent aussi finalement à la lumière de ces informations. Ah, on t'entend pas, Sophie. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose.
Oui, oui, tout à fait. Moi, ça m'a énormément apporté. Ça m'apporte et ça me porte. Voilà, on va dire. Très bien. Très bien. Bah, merci beaucoup. Et alors, et Cobra dans tout ça, il fait partie du projet? Vous êtes en contact avec lui? Oui, moi j'ai demandé à Cobra, je dis voilà, on veut faire une BD basée sur les intels que tu nous as donnés, sur les informations que tu nous as données. Il a dit oui, je suis favorable. Et puis j'ai envoyé donc une bonne partie des planches et ça lui a beaucoup plu. Il a dit si tout le reste de la BD est comme ça, c'est super. Voilà, parce que Cobra est rarement, il s'exprime rarement au niveau émotionnel. Hein. C'est assez oui, non. Il n'y a pas trop d'enrobage, mais ouais, donc il est content et la version anglaise, ben, on verra si ça lui plaît. Ça sera une prochaine étape. Donc, il n'a pas vu toutes les planches. Au jour d'aujourd'hui, il n'a vu que quelques planches. Ah si, il a vu toutes les planches, mais petit à petit, c'est-à-dire que j'avais envoyé le lien, donc le lien que tu as envoyé Hervé ce soir, avec toutes les quelques planches qu'on a mis, plus celles qui n'y étaient pas et les dernières au fur et à mesure. Et donc les dernières se levaient beaucoup plus. Bah, le dessin a évolué aussi. Et donc lui, je pense qu'il n'a même pas besoin du texte pour savoir de quoi ça parle. D'accord. Et pour la traduction anglophone, du coup, vous pensez que ça prendra combien de temps, en fait? Je dirais qu'en une semaine, ça pourrait être fait. Parce que le texte de départ est en anglais, mais en anglais pas très classique. Il y a quelqu'un qui veut bien la relire en anglais qui s'appelle Oshino et qui travaille avec Cobra de toute façon. Et il a dit, moi je veux bien chercher les coquilles. Et donc oui, bah, en 15 jours ça pourrait être fait. Après l'impression, c'est plus compliqué. Il faut trouver une structure en Amérique qui veut bien gérer l'affaire et à qui on donne pas les droits pour pas que ça soit employé de manière douteuse. Hein. Je reste un petit peu méfiant quand même. Voilà, donc c'est en stand-by, mais ça pourrait arriver assez vite. D'accord. Je voulais signer un point, puisque Eric parle des droits. C'est que la BD au départ, moi j'avais l'intention de la faire gratuitement à publier sur le net pour qui voulait en prendre connaissance. Et en fin de compte, il s'est avéré qu'on a commencé à en parler sur le net et on a commencé à avoir des demandes pour les faire sur papier. Et c'est là qu'Eric m'a proposé, m'a dit écoute, moi je m'en occupe et ça serait bien de la faire sur papier. Ouais, je pense que c'est bien. C'est vraiment bien d'avoir un objet matériel et puis, du coup, qui pourra survivre au déluge, n'est-ce pas, que nous allons vivre. Parce que, à l'heure du grand flash galactique, peut-être que toutes les mémoires informatiques vont être effacées, allez donc savoir, mais il nous restera au moins un exemplaire papier pour monter dans la soucoupe, peut-être. Alors, il y a une question qui est posée. Ouais, pardon, ferme ton micro, Eric. Il y a une question qui est posée, est-ce que Cobra lit le français? Est-il anglophone? Alors, Cobra, donc, moi je le soupçonne de comprendre un petit peu le français, mais bon, je pense que pas plus que ça, en tout cas il ne le parle pas. Et s'il parle l'anglais, ce n'est pas du tout sa langue natale. En fait, si vous voulez savoir la nationalité de Cobra, il suffit d'aller sur le site takionis.org, justement, et vous saurez de quelle nationalité il est. Donc voilà, donc ni le français ni l'anglais ne sont ses langues. Mais peut-être qu'un jour, cette BD sera traduite dans sa langue, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y aura suffisamment de clients pour cela. Enfin voilà, pour répondre à la question. Alors, je vous ai posté une nouvelle planche. Oui, pardon, tu voulais rajouter quelque chose, Eric? Oui, c'est que sa langue est une langue très compliquée. Donc, à caser dans les bulles, je pense que ça serait beaucoup plus compliqué qu'avec l'anglais. Donc, l'anglais, sur les quelques planches qui ont été faites, ça prend beaucoup moins de place. Il y a moins de... il y a beaucoup moins de mots. Alors qu'en français, il y a beaucoup plus de mots. Et dans sa langue natale, c'est encore plus compliqué. Donc, mais si quelqu'un veut le faire en slovène, il n'y a pas de problème.
Le mot est lâché. Et en l'occurrence, donc ouais, ce que tu sous-entends, c'est qu'il y a du foisonnement en fait lorsqu'on traduit dans une langue comme la sienne. Effectivement. Bon, on verra. En tout cas, il y aura d'autres priorités. L'espagnol peut-être avant. Ça a été proposé il y a 2 jours. J'ai proposé il y a 2 jours. Et l'espagnol, c'est pas la même langue que le français, mais il y a tellement de proximité que ça ne serait pas un problème. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc j'ai posté une nouvelle planche sur le Codex Galactique, parce que vous savez, on en a beaucoup parlé aussi sur nos émissions, donc du fameux Codex Galactique. Ouais, on a fait pas mal d'émissions sur le sujet, et là, vous l'avez dans son intégralité, et même dans les détails. Il est développé, il est vraiment bien développé. D'ailleurs, j'ai repris l'image là que j'ai postée. En fait, c'est l'image que j'ai reprise pour annoncer la sortie de cette bande dessinée sur le site révolutionvibratoire.fr. Donc voilà, donc vous aurez en plus à proximité le Codex Galactique, et c'est pour ça, je disais ça sous forme de boutade, mais lorsque vous montez dans la soucoupe, comme ça, vous pouvez l'avoir sous le bras et demander à ce que qu'on ne se trompe pas, qu'on ne se méprenne pas. Il est bien question de respecter le Codex si nous quittons cette terre ou que nous allions après. Alors, est-ce que vous adhérez aussi au Codex Galactique, Pascal? Tu adhères aussi au Codex? Totalement. Et puis surtout la première loi qui stipule le libre arbitre pour chacun. C'est quelque chose que je respecte tout le temps avec n'importe qui, quelle que soit la nature de la personne. Et puis quand je parle de nature de personne, je suis convaincu que tout le monde est à sa place. Même les gens sombres, tout le monde travaille à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà. Ouais, alors moi je vais en profiter pour caser une petite information, justement, puisque tu parles de la loi du libre arbitre. Dans la vision que nous avons, et de Cobra aussi, justement, le libre arbitre n'était pas respecté jusqu'à présent, hein, sur cette planète, et qu'il existe dans la communauté spirituelle et New Age quelque chose qui circule beaucoup, et auprès aussi justement des abductés, etc., comme quoi il y aurait une directive première qui empêche les galactiques d'intervenir dans notre situation actuelle. Et nous sommes intimement convaincus que cette directive première est bien sûr une supercherie, soi-disant pour respecter le libre arbitre. Non, 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 avec les implants, le libre arbitre n'est absolument pas respecté, notamment avec les implants, n'est pas respecté sur cette planète, mais c'est bien un des éléments fondamentaux, effectivement, de ce codex galactique. Voilà, j'en ai profité pour faire passer mon petit message. Enfin, vous connaissez la ritournelle. Alors, est-ce qu'on va introduire un petit peu d'interactivité là? Donc, on a une 50aine de personnes, 50 amis nous écoutent. Est-ce que parmi tous les amis qui sont ici présents dans ce salon, est-ce que vous souhaiteriez intervenir, réagir par rapport aux quelques planches déjà qui vous ont été présentées, poser vos questions donc aux scénaristes ou aux dessinateurs, j'ai envie de dire à Goscinny ou à Uderzo. Est-ce que vous auriez des questions? Voilà, allez-y, n'hésitez pas, levez la main, on vous attend. On vous attend. En attendant, Sylvie donc, nous indique que c'est une excellente idée pour faire une synthèse abordable et agréable à lire. Alors oui, abordable, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même quelques éléments pointus justement dans cette bande dessinée, puisque vous parlez notamment il me semble, vous parlez des bombes Topless, hein, les aspects quantiques. Qu'est-ce qui est le plus ardu finalement dans cette bande dessinée selon vous? Vas-y Pascal. Ce qui est le plus ardu dans cette bande dessinée, moi je crois que ce qui va, c'est le côté peut-être un peu surprise et choquant, révélation de tout ce qu'on voit, parce que pour quelqu'un qui n'est pas un petit peu initié à Cobra, et il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ce qui se passe en ce moment, pourtant c'est une réalité, mais cette bande dessinée va apparaître très haut perché pour pas mal de gens, et puis mais ça n'empêche pas les gens de prendre ça pour une BD de science-fiction, hein, comme on peut prendre les Star Trek ou les Star Wars comme de la science-fiction, et il faut savoir que dans tout ça, il y a une grande part de réalité, de vérité. Oui, tout à fait. Et il me semble que justement, sur la page de couverture, vous avez indiqué fiction ou réalité. C'est-à-dire que vous invitez le lecteur finalement à le prendre comme une fiction, que si c'est plus confortable pour le lecteur,
ou véritablement comme la description de ce qui se passe derrière le rideau dans cette guerre galactique. Oui, et puis il y a des choses qui risquent de changer aussi, des informations valables actuellement qui risquent de ne plus être valables d'ici quelques mois à cause de changements complexes qui sont en train de se produire. Donc, une information est valable à un moment donné, dans une situation donnée, et donc c'est important de dire, bah, c'est pas la vérité, c'est une approche de la vérité. Alors, bah, à ce propos, justement, pardon, pour illustrer ton propos, Eric, j'en vois une autre planche qui m'a fait frémir quand j'ai vu, comment dire, cette entité Yaldabaoth, donc représentée par Pascal. Bah justement, on peut frémir de voir cette entité sombre qui est venue incarner finalement la planète Terre avec l'invasion Archonte de 1996, mais qui depuis a été dissoute, et notamment par l'action, par les méditations des travailleurs de lumière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait déjà quelque temps qu'on tourne dans la place publique sur ces sujets-là, et on vous avait invité il y a quelques années de ça justement à participer à des émissions à des méditations pour dissoudre cette entité plasmique, donc bien décrite de façon bien effrayante encore une fois dans cette bande dessinée. Donc, mais cette entité aujourd'hui elle n'est plus d'actualité. Donc de facto, c'est un livre d'histoire en fait que vous écrivez. Donc ce qui est voilà, beaucoup de choses qui sont décrites là-dedans n'existeront plus bientôt. Oui, Pascal? Alors justement, on a attaqué donc le tome 2, on en est aux 5 premières pages, et je suis justement dans la partie où Yaldabaoth est en train d'être dissous. D'accord. Ah bah super. Et j'espère que tu parles des travailleurs de lumière, justement, et de leur action. Je ne sais pas d'ailleurs si tu parles des Pierre Sintamani dans ces livres-là. Est-ce que tu en parles? L'un ou l'autre, est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que ce sujet est abordé? Pas encore. Non, on n'en parle pas encore, mais on en parlera un moment, ça c'est sûr. Ça fait partie des choses indispensables. Mais pour l'instant, on n'en a pas parlé. Alors, il y a une question là, enfin, ouais, une question de Cédric qui dit comment représenter le rôdeur? Vous savez, c'est un concept qui vient d'arriver. Attention, éteignez bien les micros si vous ne parlez pas. Un concept qui vient d'arriver assez récemment justement chez Cobra, mais je ne suis pas sûr que ce concept-là même apparaisse dans le tome 2, parce que d'ailleurs au final, il y aura combien de tomes pour arriver jusqu'au moment présent, là, les dernières mises à jour de situation planétaire de Cobra, où on parle justement de ce fameux rôdeur qui a une existence subquantique. Donc bon courage Pascal pour représenter de façon graphique, et d'ailleurs je crois qu'on a perdu Pascal, pour représenter de façon graphique ce rôdeur qui a seulement une existence subquantique. Mais combien il va falloir de... Voilà, ça y est, il est revenu. Il a été déconnecté, reconnecté aussitôt. Donc voilà, donc ouais, Pascal, combien il va falloir de tomes finalement pour arriver au bout de l'histoire? Désolé, j'ai eu un trou, enfin je viens d'avoir ta question, hein, mais j'ai été déconnecté. Voilà, pendant quelques dizaines de secondes. Ouais, j'ai vu ça, pas de souci. Voilà. Donc, combien de tomes avant, tu me dis, de parler du rôdeur? Avant d'arriver finalement à notre période actuelle, oui, et peut-être, oui, c'est ça. Eh bien, il se trouve que le premier opus correspond à plus de 30% des infos de Cobra. Et dans ce tome-là, donc, j'ai parcouru vite fait le contenu du tome 2, et ça va être dans le tome 2. Voilà. Il faut savoir par contre que les toutes dernières infos de Cobra ne sont pas dans la chronologie que j'ai. Eric s'en occupe justement, mais je pense qu'il est fort possible qu'il y ait 3 tomes en fin de compte. Mais pour le rôdeur, c'est inclus dans le tome qu'on est en train de réaliser. D'accord, très bien. Alors, comment tu vas représenter une entité subquantique? Je suis vraiment impatient de savoir comment tu as pu résoudre ce problème graphique, parce qu'une entité subquantique, c'est qu'elle n'existe que dans l'infiniment petit. Comment t'es-tu arrangé?
Alors, je sais pas trop. Je vais faire comme je fais maintenant depuis peu de temps. J'ai pris l'habitude quand j'ai des difficultés pour représenter quelque chose, et ça arrive des fois. J'appelle Eric en me disant, écoute, il y a ça à représenter, je vois pas du tout comment le représenter. Eric me donne les infos et me suggère donc ses idées. Et maintenant, j'ai pris l'habitude, quand je suis devant une case blanche, en fin de compte, je ferme les yeux, je me vide, je me laisse aller et je retranscris. Alors pour le rôdeur, je ne sais pas. Dans la dernière planche de la planche 5 donc du deuxième tome, j'avais à représenter la compagne de Cobra quand elle a rejoint ses guides, et j'ai eu l'idée de représenter ces guides carrément en flou et assez lumineux. Voilà, donc je ne sais pas du tout, pour répondre à ta question, je ne sais pas du tout ce que je vais ressentir avec le rôdeur, et j'évite de m'embrouiller trop l'esprit avec des choses que je ne traite pas sur le moment. Voilà, je me consacre, moi qui suis dans le moment présent tout le temps, je me consacre surtout à ce que je suis en train de faire au moment, ce qui m'empêche pas quand même de regarder la suite. Voilà. D'accord. Alors j'en ai profité pour reposter justement le lien de la chronologie, hein, qui est finalement la base essentielle de cette bande dessinée. Donc c'est cette chronologie terrestre de l'affrontement entre les forces de l'ombre et les forces de la lumière, donc depuis les origines de l'univers jusqu'à aujourd'hui. Donc elle mériterait déjà d'être mise à jour, mais en tout cas voilà, elle est postée sur Révolution Vibratoire. Si vous souhaitez la consulter, voilà, cette bande dessinée est basée essentiellement sur ces informations-là. Et d'ailleurs, vous pourrez en retrouver des paragraphes correspondant mot pour mot à ce qui a pu être mis justement dans cette chronologie. Alors, je vais refaire un petit bout de citation sur justement comment dire, cette planche là où on voit il y a le Dabaoth, mais je vais citer ce qu'on a tout en bas, comment dire, des personnages un petit peu intrigants là qui sont soudés les uns aux autres et qui expriment de la souffrance. C'est quelque chose qu'on a aussi exprimé à de nombreuses reprises sur ces antennes. Le principal secret que les forces obscures essayaient de cacher est qu'elles avaient toujours une planète où elles essayaient d'accumuler le plus de souffrance possible, et que cette planète servait de point central de vortex d'accrétion de l'anomalie primaire de l'univers entier. Cette planète de souffrance se trouvait dans le système stellaire de Rigel, dans la constellation d'Orion, puis en 1996, après l'invasion des Archontes sur Terre, ce foyer de souffrance maximale a été transféré sur notre planète, et depuis, elle constitue le point central du tourbillon d'accrétion de l'anomalie primaire de l'univers. Donc voilà, donc consolez-vous, la Terre n'a pas toujours été le centre de l'univers en termes de souffrance. Il y avait une planète qui était consacrée à cela, même si aujourd'hui la planète Terre est devenue le dernier bastion des forces sombres et donc le dernier centre d'accrétion de ces forces, comment dire, de ces énergies négatives. Mais encore une fois, voyez-le comme de l'histoire, puisque tout ceci va bientôt disparaître avec ce nettoyage qui s'opère actuellement à grande vitesse. Et peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs en ressentent les effets. Alors j'ai vu aucune main se lever. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir, poser une question? Alors, Oui, moi, Sophie. j'aurais souhaité rebondir sur ce que tu disais. En tant que lectrice de cette BD, lectrice privilégiée, cette BD m'a permis de donner un sens à tout ce qui arrive en ce moment, avec des informations que je n'avais pas forcément. Et en même temps, ça me permet de rester très calme et de me préparer à ce qui va arriver, en fait. Et je trouve que c'est essentiel en ce moment. Ouais, c'est super intéressant. Et alors, en particulier avec c'est peut-être là justement cette planète accumulatrice de souffrance pour faire perdurer finalement l'écosystème des forces sombres. Ça te parle en particulier ce point-là? Oui, tout à fait, tout à fait. Et la BD, en fait, m'a permis de prendre conscience de tout ça. Et je salue le travail d'Éric et de Pascal. Moi, j'ai été émerveillée
de découvrir cette BD. D'accord. Bon, bah, j'espère que vous serez tous autant émerveillés lorsque vous la recevrez, en tout cas les 500 personnes déjà qui l'ont réservée. Je l'ai réservé moi aussi, mais est-ce que, d'ailleurs, on parlait d'exemplaires numérotés, ils sont numérotés jusqu'à quel exemplaire? C'est les 1500 qui sont numérotés ou simplement les premiers? Je t'en prie. Non, non, pas les 1500. Non, non. Alors, on avait parlé de 300 numérotés, mais peut-être qu'on poussera un petit peu plus les numérotations pour ceux et celles qui sont intéressés. Il n'y a pas de problème. Il y aura une petite griffe avec un joli numéro bien dessiné. Ça donnera un peu plus de vie. Une petite dédicace avec le prénom des gens qui ont commandé. Sérieux? On aura tous une dédicace? Oui, enfin pour ceux qui la demandent, parce que de toute façon, il n'y a pas de numérotation au niveau de l'imprimerie. On a décidé carrément de le faire à la main. Chaque fois qu'on va emballer ou qu'on va vendre une bande dessinée, si la personne le désire, on lui numérotera et on lui mettra une petite dédicace s'il le désire. Voilà, c'est notre petit plus. Ah ouais, carrément. Ouais, moi je la veux, la dédicace, hein. Et puis, alors, vous pouvez la dédicacer tous les deux ou pas? Vous avez un process pour pouvoir que Pascal et Eric puissent dédicacer la bande dessinée ou pas? Ou bien c'est trop compliqué pour vous? Alors, le truc qu'il y a, c'est qu'on se partage avec Eric, puisqu'on habite quand même à 500 km l'un de l'autre avec Eric. Donc, moi, je réceptionne une partie. Moi, je réceptionne que 300 BD pour le moment, donc jeudi, et Eric va avoir tout le reste. Donc, c'est vrai que ça risque d'être un petit peu compliqué de pouvoir dédicacer les BD à tous les deux. Voilà, ça, il faut que les gens le sachent quand même. Voilà, mais on peut, je sais pas, on peut trouver une solution, tout est possible. Tout. D'accord. Allez, je vais vous poster une planche suivante, mais je commence par la citer. J'aime bien justement la espèce de ville champignon là, que tu as dessinée dans le centre de la Terre. Début décembre 1999, et c'est l'histoire récente, les Pléiadiens ont contacté le mouvement de résistance sur la planète X, hein, et non pas Nibiru, on parle bien de la planète X, et ils ont déclenché un soulèvement massif contre les Illuminati qui ont été renversés en 3 semaines environ. Et ils ont dû fuir vers leur base sur Mars et la Lune, sachant que ces bases-là n'existent plus aujourd'hui. Ce mouvement de résistance a établi un contact physique avec les Pléiadiens stationnés au-delà de l'héliopause dans la ceinture extérieure de Kuiper, et avec le soutien des Pléiadiens, il a organisé une mutinerie sur la planète X en décembre donc 1999, a chassé les Illuminati, a libéré la planète et a déplacé sa base vers le réseau souterrain agarthien sur la planète Terre. Alors justement, voilà, encore une fois, là, on est vraiment dans la science-fiction. En tout cas, je pense que il faut quand même avoir une bonne dose d'ouverture d'esprit pour prendre toutes ces informations comme étant la réalité vraie, même si après l'événement, on devrait tous découvrir enfin justement l'histoire cachée de la Terre. Une réaction par rapport à ça? Oui, la BD, en réalité, ne donne pas que des informations, je dirais, binaires. Et là, on est dans le côté plus intuitif, plus spirituel aussi. Et on peut avoir les deux côtés en même temps. Et je dirais que c'est plus facile d'absorber une image, même s'il y a du texte, de l'ingérer sans être choqué, parce que bon, d'abord, c'est vrai qu'il y a la ligne artistique, mais en plus, les planches sont jolies, ça fait rêver. Et là, on part vraiment sur... on travaille sur les deux hémisphères cérébraux, en fin de compte. Il y a plein de choses que la BD permet de faire passer. Je vais m'écarter un petit peu, par exemple, Popeye. Popeye, tout le monde connaît Popeye. Eh bien, Popeye, c'était une campagne pour soutenir la marijuana. Alors, ça va peut-être vous faire rire, mais en slang, en argot américain, les spinach, c'est la weed, c'est le cannabis. Et si vous regardez bien Popeye, sa boîte d'épinards va dans sa pipe.
et ça lui donne de la force. Et pour vous dire qu'on peut faire passer des messages très subliminaux, sans contrôler les gens pour autant, juste avec une image. Et là, les images, c'est vrai qu'elles sont toutes, oui, l'image souterraine, c'est vrai qu'on se sent tout de suite attiré, on a presque envie d'y aller. Et les informations qui viennent après, eh bien, même si elles sont très perchées, on pourrait dire, passent beaucoup mieux. Voilà, j'ai fait un petit écart. Ah bah merci pour cet aspect culturel des choses, j'adore, hein. Effectivement, je t'avouerai que j'avais pas pris conscience du fait que Popeye a été une propagande cachée subliminale pour la marijuana, je n'en avais pas conscience. Je ne sais pas si vous, chers auditeurs, en avez conscience. Oui, Eric? Oui, Eric. Oui, non, mais c'est quelque chose qu'on peut, oui, c'est une information qui n'a pas été trop divulguée, mais c'est fondé. Il y a pas mal de sites spécialisés qui en parlent. Voilà. Alors après, Pascal, je ne sais pas, est-ce que tu as des choses à dire sur les dessins de cette planche? Ah, Pascal, spécialement sur cette planche, il y aurait tellement à dire sur l'intégralité, mais je répète que avec Eric aussi, on compte sur le mental des gens qui est encore très exacerbé, surtout dans la période où on vit. Donc, j'évite de trop aussi m'envoler pour garder une certaine compréhension de ce qu'on raconte. Alors, en l'occurrence, justement, toujours sur cette même planche, moi, ce que je constate, c'est qu'on parlait de subliminal, mais c'est intéressant parce que vous faites, si je regarde les 2 dernières bandes de cette planche, en réalité, elles ont un rapport de cause à effet. Et ça a été d'ailleurs présenté comme tel par le contacté Cobra. Alors, de quoi je parle en l'occurrence? C'est-à-dire que, alors je vous le lis, donc en mars 2001, une importante opération des forces de la lumière s'est achevée et la civilisation centrale galactique a pu intervenir directement dans le système solaire. Ils ont positionné des stations sphériques à mi-chemin de la taille de la Lune, à mi-chemin à l'extérieur de l'héliopause de ce système solaire pour stabiliser l'afflux d'intense énergie provenant du Soleil central galactique qui était sur le point de devenir plus actif, donc au sommet de son cycle de 26 000 ans. Donc des sphères de lumière qui finalement vont participer à inonder la planète Terre de lumière. Donc ça, c'était en mars 2001, et en septembre 2001, vous vous souvenez tous de ce qui s'est passé, donc c'est la bande d'après. Donc les attentats du 11 septembre, c'était de véritables avions, mais ce qui a réellement détruit les bâtiments, c'est l'explosion de la bombe principale. Les avions n'étaient qu'un spectacle pour les gens. Alors, donc en réalité, là, le rapport de cause à effet, il n'est pas directement explicité dans la bande dessinée, mais il est suggéré. En tout cas, dans les informations du contacté Cobra, il le présente bien comme une tentative désespérée des forces sombres, justement pour contrecarrer ce plan de la lumière avec ces sphères qui avaient été positionnées pour inonder la planète de lumière. Donc ils ont réagi pour créer un événement très très sombre à la surface de cette planète. Donc voilà, je voulais mentionner ce point-là, c'est intéressant. Voilà, la causalité n'est pas explicite dans la bande dessinée, mais on peut la retrouver néanmoins dans les informations du contacté Cobra. Je ne sais pas si justement en faisant ça, vous en aviez conscience d'ailleurs, Pascal ou Sophie, même en relisant. Est-ce que je ne sais pas comment vous l'avez vu, comment vous l'avez ressenti, ou vous pensiez que c'était juste 2 informations juxtaposées sans lien de causalité entre les deux? Non, moi, ça me paraissait clair qu'il y avait une causalité entre les deux événements. Voilà, comme quoi, ouais, même si le texte n'est pas explicite, c'est vraiment ce qui, voilà, au niveau de... C'est ça, c'est comme ça qu'on le comprend, ouais, tout à fait. Alors... Eric, dans la préface qu'il a écrite sur une des couvertures, une image vaut bien 1000 mots, quoi. Exactement. Exactement. Et alors, justement, à propos d'images, donc, si vous êtes tous posé la question depuis tout le temps qu'on vous en parle de ces fameux archontes, mais à quoi peuvent bien ressembler ces fameux archontes? Alors, les voici, les voilà. En tout cas, sortis de l'imaginaire de Pascal, voici à quoi peuvent ressembler ces archontes.
Pascal, c'était quoi ton inspiration là pour ces archontes? Je me suis laissé aller et j'ai retranscrit mon inspiration. Voilà, je cherchais des êtres qui n'est, je vais pas dire, qui n'est pas vraiment d'âme et de compassion, et je trouvais que ce physique leur allait bien, quoi. Voilà. Après, je laisse libre cours à mon imagination, d'autant plus qu'on n'a aucune représentation des archontes. Et puis j'essaie aussi éventuellement de pas trop calquer sur tous les films de science-fiction qu'on connaît. Donc voilà. Et après, ce type de morphologie par rapport aux archontes, c'est une chose que j'ai rêvé 2 ou 3 fois, et je trouvais que ça correspondait pas mal à ça, puisque chaque fois que j'ai eu rêvé de ça, ça n'a pas été souvent, mais ces rêves étaient quand même assez nauséabonds, et donc voilà, ça m'a convenu. Très bien. En tout cas, ça a l'air de plaire à certaines des personnes qui regardent les planches en même temps donc sur le chat. Et je suis en train de prendre conscience que j'ai zappé la remarque et la question de Ghislaine, qui pose la question justement par rapport à cette notion de matrice. Depuis combien de temps finalement on en a la connaissance? Comment cette révélation est-elle venue à nous et à Cobra? Alors Ghislaine, en fait, j'ai envie de te répondre justement, puisque moi j'ai eu une révélation en lisant, il y a quelque temps de cela, le livre de Jacques Lacarrière sur les gnostiques, que cette notion de matrice, d'archonte et de prison terrestre, finalement, elle ne date pas d'hier, et elle a été explicitée par les enseignements secrets, donc les enseignements apocryphes du Christ. Elle a été explicitée donc à l'époque du Christ, et ces enseignements ont été transmis à des communautés gnostiques. C'est pour ça qu'on a justement des livres un petit peu abscons, un petit peu hermétiques sur tout ce qui a pu être dit sur ces sujets-là. Et en réalité, il y a eu des résurgences de ces mouvements gnostiques à travers l'histoire. Donc, je pense notamment au Cathare, au Bogomil. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que vous avez face à vous les représentants de cette dernière résurgence. Je dis dernière parce qu'on va sortir de cette matrice, de cette dernière résurgence justement de ces mouvements gnostiques qui avaient tout à fait conscience de l'existence d'une matrice sous contrôle d'archonte, et donc de l'existence de cette prison terrestre. Donc vous voyez, c'est une réalité qui ne date pas d'hier, mais encore faut-il aller chercher ces notions dans des textes anciens, et faire un petit peu de, comme on appelle, d'exégèse, et s'intéresser notamment aux gnostiques, donc les pré-chrétiens, ce qu'on appelle également les pré-chrétiens. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à Ghislaine. Alors, est-ce que donc toujours pas de questions, pas de réactions? C'est tant pis, on terminera un petit peu plus vite cette émission, c'est pas grave. Est-ce qu'on pourrait justement, parler un petit peu du tome 2? Alors, à partir de quel moment justement commence le tome 2, et à partir de quel moment se termine le tome 1 finalement? Je crois que c'est 2017, mais je suis pas sûr. Je sais pas si vous avez ça bien en tête justement. Donc, tout ce qu'on va trouver dans le tome 1, et finalement, c'est jusqu'à, il me semble que tu l'as dit tout à l'heure, mais il me semble qu'il y a des éléments de 2017 qui apparaissent dans le tome 2. Et corrigez-moi si je dis une bêtise. Au niveau des dates, je me retrouve à la page 1. La page 1 commence, en fin de compte, le 26 février 2017, avec le rapport d'une grande mutation qui a eu lieu à ce moment-là. Voilà. Et là, avec les pages qu'on a déjà réalisées, on est porté au 8 mars 2018. Alors tu vois, on arrive quand même à ce qu'on vit en ce moment. Et par contre, après, la suite du tome 2 va être beaucoup plus fournie en détail, puisque bien sûr le tome 1 commence à la création de la planète jusqu'à maintenant. Là, au bout de 5 pages du tome 2, on est en 2018 déjà. Et on prévoit même éventuellement, comme on le disait tout à l'heure, un tome 3. Donc ça va être beaucoup plus détaillé. D'accord. Et est-ce que tu m'autorises, parce que j'ai justement, dans ce que m'a donné, le matériel que m'a donné Eric,
J'ai 2 planches là du tome 2. Est-ce que tu m'autorises à les poster éventuellement dans le groupe de discussion avis, suggestions, Radio Pléiade? Bien sûr, oui, oui. Allez, alors en première exclusivité, donc une bande dessinée qui ne sortira que en mai de l'année prochaine, si j'ai bien compris. Peut-être plus tôt, on verra. Mais vous avez une planche justement de ce tome 2. Alors c'est intéressant parce que justement dans cette planche-là, on y parle de Mjolnir. Vous savez, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé dans ce fameux marteau de Thor, une espèce de représentation symbolique finalement de comment les forces de la lumière agissent à la surface de cette planète sur le plan quantique, en apportant une lumière qui va dissoudre justement les énergies sombres. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est super intéressant et c'est bien que la bande dessinée revienne sur cet aspect-là. En réalité, donc les forces de la lumière ont mis en place en 2017 cette opération marteau de Thor Mjolnir qui a été très très efficace et qui a engendré une terrible colère côté des forces sombres. Alors je cite la planche que je viens de vous mettre en ligne. Donc 3 janvier 2018, les forces de la lumière donc créent un puissant champ unifié dans tout le système solaire dans la deuxième phase d'une importante opération qui a déjà été mentionnée plusieurs fois, donc l'opération Mjolnir. La deuxième phase de cette opération a débuté le 3 janvier et s'achève début mars. Les forces de la lumière ont éliminé toutes les bombes Toplet à plasma et presque tout le plasma anormal dans l'espace sublunaire et toutes les bombes Toplet et la grande majorité des anomalies plasmiques ainsi que les entités plasmoïdes. Et alors, mais c'est pas là, je pensais que c'était là qu'il parlait justement de la colère des forces sombres, alors ça doit être dans la planche suivante, pardon. Et justement, ça a déclenché, comment dire, c'était tellement efficace, cette opération Mjolnir, ce marteau de Thor était tellement efficace qu'ils ont dû s'interrompre parce qu'il y avait un risque de destruction massive de la planète. Et du coup, je vais également vous poster cette... Tu ne ouais. trouveras pas parce que c'est justement dans la page que je suis en train de dessiner. Ah, d'accord. Voilà, donc cette page-là est en cours. Alors, j'ai quand même quelque chose. Hop, c'est ça. Et alors, désolé pour les personnes qui nous écoutent en replay. Donc, j'essaierai, si c'est possible, de mettre le lien vers les planches. En tout cas, je mettrai le lien vers le chat. Mais justement, sur cette planche-là, là où il est question justement du décès d'Isis Astara, donc qui était la compagne de Cobra, donc tu en parlais tout à l'heure, avec ces êtres floutés là qui viennent l'accueillir. Donc il est question du fait que voilà la mise en œuvre de l'opération Mjolnir avec ses stratégies d'extermination des forces sombres a mis les forces obscures en colère au point qu'elles étaient prêtes à tout risquer. Donc la situation s'est fortement aggravée au point qu'une confrontation militaire totale soit possible, ce qui conduirait à une guerre courte et ouverte entre les forces de la lumière et les forces obscures, ce qui rendrait la surface de cette planète inhabitable. Et les forces de la lumière ont donc été forcées de se retirer et de cesser l'opération Mjolnir au printemps 2018, ce qui a conduit à l'effondrement de la chronologie bêta. Donc voilà, c'est aussi super intéressant. Je ne sais pas si vous en aviez conscience. En tout cas, voilà, c'est des informations qui datent depuis début 2018. Mais nous avons échappé au pire grâce au choix bien orienté justement des forces de la lumière. Elles ont ralenti la cadence de libération planétaire pour pouvoir sauver la vie à la surface de cette planète. Je trouve que c'est quand même pas inintéressant à savoir. Et tu illustres ça justement sous la forme d'un gros champignon nucléaire, même si bon, les bombes Toplet, c'est une technologie un petit peu spéciale, mais je pense qu'ils auraient sans doute utilisé les bombes Toplet. Enfin, qui sait? Alors, allez donc savoir s'il y avait eu une confrontation totale et ouverte entre les forces de la lumière et les forces de l'ombre à la surface de cette planète. Un commentaire là-dessus? Disons que pour l'image, je suis toujours resté en adéquation avec le mental humain. Voilà. Et puis c'est vrai que moi, représenter une explosion de bombes Toplet, je ne voyais pas trop comment faire, donc je suis resté quelque part basique. Voilà, Et c'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça. Comme tu dis, c'est très très parlant, justement. Une apocalypse nucléaire, ça aurait été l'équivalent de ça, finalement, que nous aurions pu vivre s'ils n'avaient pas retiré l'opération Mjolnir au printemps 2018. Donc c'est tout à fait ça.
je m'étais trompé. C'est vrai que la page que tu es en train de lire, je l'ai expédiée hier soir à Eric et donc j'étais persuadé que j'étais encore en train de la travailler. Et en fin de compte, voilà, je suis en train de travailler sur la prochaine. Voilà, bon bah c'est vraiment tout chaud sorti du four alors. Voilà, bah, je ne sais pas si vous avez, d'autres choses à dire. Moi, bon, l'objectif de cette petite émission, bah, c'était de vous donner l'envie, en fait, de découvrir justement cette bande dessinée pour vous permettre de mettre un petit peu à jour vos informations par rapport à cette histoire cachée, à supposer que vous y donniez du crédit, et puis peut-être avoir une idée de cadeau de Noël. Et puis voilà, parce que je trouve que c'est vraiment un très très beau projet qui est complètement différent de tous les autres projets qu'on a pu entreprendre dans cette guerre de conscience, car en réalité, ce projet de bande dessinée fait partie intégrante de cette guerre de conscience que nous vivons, puisqu'il est là justement pour faire évoluer vos consciences et les consciences de ceux qui auront ce livre entre leurs mains. Voilà. Ce qui est intéressant dans la bande dessinée, dans le premier opus, c'est qu'on parle de beaucoup de choses qui sont en train d'être révélées en ce moment, notamment des grandes familles, notamment celles qui commencent par un R. Voilà, et ça développe aussi toute l'influence qu'avaient ces grandes familles-là sur le système financier et sur la prise de pouvoir à tous les niveaux sur l'espèce humaine. Et je suis même pas sûr que l'on pourrait concourir au prix de la bande dessinée la plus complotiste, tellement le référentiel qui est présenté est décalé par rapport aujourd'hui quand même à notre réalité. Même si on présente effectivement ces familles, on pourrait nous taxer encore de complotisme, mais globalement, j'ai le sentiment que la peinture qui est faite dans cette bande dessinée est tellement décalée même par rapport au simple, j'ai envie de dire simple complotisme, que je pense qu'on est au-delà de tout ça. On est vraiment au-delà de tout ça. On est vraiment dans une œuvre hors norme en termes de contenu. Alors, si on parle de complotisme, je pense que le premier chapitre de la BD, donc on fait la connaissance du grand-père et son petit-fils, serait plus approprié pour parler de complotisme, puisque on a développé, comment dire, cette puissance bancaire et médicale sur la planète, et je fais allusion donc à la fameuse bébête qui nous a emmerdés pendant 2 ans et demi, 3 ans, et ça relate aussi des choses sur les médias. Donc le premier chapitre, certainement que beaucoup de gens vont retrouver ce qu'on vit en ce moment. Excellent, excellent. Bah, écoute, moi je suis impatient de voir le retentissement que pourra avoir cette bande dessinée justement dans le public, même s'il y a relativement peu d'exemplaires. Et j'avoue que j'ai assez peu de doutes sur le fait que les exemplaires partiront assez rapidement. D'ailleurs, donc, cette bande dessinée donc sera, tu disais Eric tout à l'heure, elle sera en vente dans certaines chambres à tachyon, c'est ça? Voilà, tout à fait. On va proposer à toutes les chambres. Donc, il y a la chambre de Paris, donc le Moulin des Tachyons. Pardon. Il y a donc la chambre de Bretagne, le Jardin des Pléiades. Il y aura la chambre de Genève, en Suisse. La chambre qui se trouve aussi donc à La Réunion. Voilà. Mais bon, on n'a pas fait encore de proposition trop directe aux chambres. Donc, si vous avez des chambres près de chez vous, ça sera peut-être facile à trouver. De toute façon, on mettra une liste. Oui, il y a aussi Patrick de la Occitanie. D'Occitanie. Absolument. Ouais, tout à fait. Très bien, en tout cas, on en reparlera, effectivement. J'ai un écho. Ouais, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, donc moi tiens, Patrick est là, justement. Voilà, vous pouvez lui demander directement de Tachyon Occitanie. Vous pourrez très prochainement donc lui demander et réserver dès maintenant votre numéro. Et alors, justement, avant de rentrer véritablement dans la conclusion de cette émission, d'ailleurs, je vous invite à réfléchir qu'est-ce que vous auriez aimé dire, Pascal, Sophie, Eric,
qu'est-ce que vous auriez aimé dire que vous n'avez pas pu dire jusqu'à présent. C'est encore le moment de le dire avant de conclure. Et j'invite du coup nos auditeurs, eh bien, c'est votre dernière chance de réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du projet? Est-ce que vous avez une question à poser au créateur de ce projet? Allez-y, c'est le moment ou jamais avant de terminer cette émission. Donc j'attends qu'une main se lève et en attendant qu'une main se lève, eh ben, je vous invite, Eric, Sophie, Pascal, dans l'ordre que vous voulez, à dire ce que vous n'avez pas pu dire jusqu'à présent pour commencer à conclure cette émission. Moi, je dirais que... Bon, vas-y. Je t'en prie, vas-y. Les femmes d'abord, peut-être, a priori. Je dirais que ce premier opus pose le décor avec une fresque historique incroyable, des révélations. Enfin, moi, après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas pensé avant? Des révélations vraiment qui font sens. Et moi, j'en ai retiré beaucoup d'espoir et beaucoup de conviction, en fait. Voilà. Et c'est un très beau projet. J'ai hâte de continuer avec les deux complices, Eric et Pascal. Voilà. Super. En tout cas, moi, je suis ravi de t'avoir ce soir. C'était pas prévu et je suis vraiment content que tu aies l'occasion de prendre la parole. Moulin des Tachyon, d'ailleurs, ça se trouve où, en fait, ta chambre? Tu peux préciser? Alors, nous sommes entre Troyes et Dijon, entre Auxerre et Chaumont. On est au milieu d'un très bel endroit, dans une maison avec beaucoup d'histoire. Et donc, c'est la chambre à Tachyon, Bourgogne-Champagne, ou Champagne-Bourgogne. Voilà. Une histoire templière, vraisemblablement, dans cette région-là? Oui. On a beaucoup de Templiers dans la région. Des villages portent le nom encore des Templiers. Il y a des bâtisses marquées de la croix des Templiers. Je pense à l'une qu'on a à côté de la maison aussi. Voilà. Bon, super. Écoute, allez-y, continuez cette belle aventure, encore pour 2 tomes encore à venir, hein, si j'ai bien compris. Pascal, tu voulais aussi donner une conclusion? Alors moi, pour la suite de la BD, à savoir, comme j'avais dit tout à l'heure, qu'elle était destinée, pour moi, à être publiée gratuitement sur le net. Et donc, c'est les demandes qui ont fait que on a fait la version papier. Je m'y attendais pas du tout. Et j'ai une confiance absolue en toutes les choses qui se passent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et je suis persuadé que tout est fait pour le bien et que tout est à sa place. Donc, cette bande dessinée, on la réalise, ça a été comme un appel. Et je ne me soucie pas du tout de ce qu'elle va devenir, parce que je sais qu'elle deviendra ce qu'elle doit devenir. Elle mettra le temps s'il le faut. Il est possible que ça fasse l'objet, le tome 1 d'une seconde édition. Ça sera en fonction des demandes, parce que je présume que si des gens arrivent achètent le tome 2, forcément, il risque d'être un petit peu paumé. D'ailleurs, c'est pour ça que pour le tome 2, on a prévu un résumé du tome 1 qui va être rédigé par Eric, quelque chose de très simple. Mais je m'attends absolument à rien du tout. Je vis, comme je le disais, dans le moment présent. Je vois le bien que ça nous fait. Je vois les énergies qui sont portées là-dessus. Et donc, je fais ça en grande confiance. Et de toute façon, comme je disais tout à l'heure, je me fais plaisir. Et je fais ça avec le plus de conviction et d'amour possible. Et Inch'Allah, comme diraient beaucoup de gens. Merci Pascal. Eric, à toi la parole. Oui, alors, en fin de compte, bon, c'est peut-être un petit peu orgueilleux de dire ça, mais c'est aussi une préparation pour la population, pour avoir un minimum d'informations sur ce qui va se passer avant et après l'événement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont données à ce sujet. Visiblement, après l'événement, dans un plan idéal, il y aura des informations qui seront diffusées via la télé
pour expliquer aux humains ce qui s'est passé sur cette planète depuis 26 000 ans et bien plus. Et la BD, c'est un petit peu un avant-goût qui est très concentré, qui est très riche, mais on a essayé de faire ça de manière très digeste aussi. C'est-à-dire, si les gens veulent vraiment aller chercher plein d'infos, ils les trouveront, les infos. Et l'idée, c'était de leur donner le goût et que ça soit un petit livre d'histoire qui aide à passer un cap qui n'est pas toujours facile en ce moment. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Et alors, pour très concrètement, pour nos auditeurs, à partir de quand vous serez en mesure d'envoyer les premiers exemplaires, justement, à ceux qui l'ont réservé? Pascal, lui, pourra le faire. Pascal et puis la chambre de Patrick en Occitanie, ils pourront, parce qu'ils auront accès au BD en premier. Après, je dirais que ça va dépendre des grèves et du gasoil. Puisque il y a une grève des transporteurs visiblement qui se met en place. Mais bon, pour l'instant, l'imprimerie n'a pas l'air de ticker, ça ne leur pose pas de problème. Donc, ça pourrait partir le 20 du sud de la France, et moi, je le recevrai dans le meilleur des cas 3 jours après. Donc, ça serait possible dans la dernière semaine, fin de dernière semaine, de commencer à envoyer des BD. D'accord, donc c'est vraiment imminent. C'est vraiment imminent. Donc, en tout cas, voilà, moi je trouve que vous avez réussi à créer une belle osmose entre vous, Pascal, Sophie, Eric. Vous êtes bien trouvés sur ce projet-là. C'est vraiment une belle chose. Et effectivement, comme tu disais, Pascal, elle deviendra ce qu'elle doit devenir, cette bande dessinée. Mais j'ai envie de dire que, en fait, elle nous fait devenir aussi, puisque finalement, elle est là aussi pour nous transformer, pour transformer notre conscience. Et ça, même si ça touche que 1500 personnes ou même que 3000 ou peu importe, c'est déjà un beau projet en soi, parce que, comme le disait Eric, c'est une belle préparation pour ce qui nous attend. Donc, ça pourrait même devenir, quelque part, pour tous les gens qui vont perdre, comment dire, leur repère avec la grande divulgation qui est devant nous, avec l'événement, ça pourrait devenir un point de repère pourquoi pas pour la jeunesse aussi, une façon de faire passer les messages un peu différemment. Donc, moi, je pense qu'elle va faire un chemin. Cette bande dessinée va faire un chemin. Je ne sais pas combien d'exemplaires pourront être vendus au final, mais peu importe, on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'effectivement, elle transforme quelques consciences à la surface de cette planète et qu'elle vous ait déjà transformé vous-même en réalité. Vous êtes les premiers bénéficiaires de ce travail. Exactement. Et puis, il faut que grâce à cette BD, c'est ce que j'espère, que ça aide les gens à faire leur propre chemin. Voilà, je parle en tant que j'ai passé un petit peu à côté, mais pendant des années, j'ai été ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte et complotistes. Mais maintenant, le mot complotisme n'a plus le même goût et le même parfum. Et je n'ai jamais voulu, par exemple, persuader les gens de quoi que ce soit. Mon but a toujours été de semer une petite graine dans l'esprit des gens pour que lors des révélations et quand les choses vont se passer, qu'ils soient le moins choqués possible. Voilà. Eh ben, écoute, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à vous encore une fois, Pascal, Sophie, Eric. Les remerciements fusent également donc dans le chat. Un grand merci pour ce projet. On a hâte de recevoir notre premier exemplaire. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis un rendez-vous dans un prochain Radio Pléiade. Et on ne manquera pas de vous informer justement comment dire, des nouveautés concernant cette bande dessinée. Donc, merci beaucoup à vous et à bientôt. Donc. Merci Hervé, merci à tous et à toutes. Oui, merci à tout le monde, merci à toi Hervé et continue parce que tu es fait pour ça. Tout comme toi, tu es fait pour ce travail que tu as réalisé, ce magnifique travail. Ben, je te remercie. Merci à tous et je mets fin à l'enregistrement. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée.